Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube, c'est Alain Minc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. Pareil, réciproque. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui dit non, donc, on l'a appris ce week-end en lisant Le Parisien, qui dit non à la taxe Zuckman, qui dit non au retour de l'ISF, mais qui se dit ouvert, une formule qui ne mange pas de pain, à plus de justice fiscale. Ça vous inspire quoi? Parce que je me dis que moi, si j'étais socialiste, en tout cas dirigeant du Parti socialiste, si je lisais cette interview, ça serait comme une claque. Vous entrez trop facilement dans la psychologie de M. Olivier Faure, ça m'inquiète. Écoutez, on connaît la situation. Pour éviter une censure, il faut payer une rançon aux socialistes. Après, sans perdre ses alliés à droite. Sans perdre ses alliés à droite, mais d'abord, il y a une rançon à payer. Après, il faut que cette rançon soit, pour l'économie, la moins dommageable possible. Donc, je trouve que le Premier ministre a raison de repousser la taxe Zuckman, folie absolue sur laquelle on peut revenir. Mais ça, c'est la France. La France a le génie des inventions fiscales démoniaques. Moi qui suis beaucoup plus vieux que vous, je me souviens que au début du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, un économiste, Alain Cotta, avait inventé l'impôt sur l'investissement parce qu'on pensait que l'investissement était créateur d'inflation. C'était encore une invention fiscale française. Bon, donc la taxe Zuckman, c'est la même chose un demi-siècle après. Créativité fiscale française débordante. Oui, ça prouve l'intelligence conceptuelle des Français. Donc il a raison là-dessus, et il a raison de ne pas introduire l'ISF à cause de ce mot nitro, qui est une forme de nitroglycérine. Après, il faut payer la rançon. Qu'est-ce que serait la rançon, à mes yeux, acceptable ou raisonnable? Et dans ce que je vais dire, il y a des choses que le patronat déteste. Je maintiendrai la taxe sur les grandes entreprises. Ah, les 8 milliards. 8 milliards, mais même je la monterai à 10. Et je leur dirai, chers amis, vous avez racheté vos actions pour probablement plus de 50 milliards l'an dernier. Donc ne me dites pas que les 10 milliards vont obérer vos capacités d'investissement. Ils vont sans doute obérer vos capacités de rachat d'actions et peser un peu sur votre cours. Mais enfin, il faut quand même faire la part des choses. Vous êtes gauchisé à la main, Guido? Je ne suis pas gauchisé, j'ai toujours pensé ça. Je pense qu'il faut parfois donner des coups de bambou au patronat. Je vais y revenir, qui souvent n'a pas la lucidité de ce qu'est une situation politique. Je maintiendrai évidemment la taxe Barnier sur les 20% d'impôt minimum, et je trouverai... C'est la contribution différentielle sur les revenus. Oui, enfin cette espèce d'anagramme bizarre, mais consiste à dire on ne peut pas payer moins de 20% d'impôt sur le revenu quand on a un revenu à deux supérieur à 500 000 euros. Bon, franchement, c'est de l'ordre du bon sens. Troisièmement, je ferai quelque chose sur le cash non utilisé des holdings patrimoniaux. Taxation des trésoreries dormantes dans les holdings. Comment on l'explique simplement déjà? Comment on l'explique simplement? C'est quand même un vrai sujet, pardon. Comment vous faites? Quand vous avez une holding qui a du cash, vous déposez ce cash dans une banque. Vous donnez des titres de la holding comme garantie à cette banque. Et simultanément, elle vous fait un prêt qui vous permet de vivre à crédit. C'est comme ça que ça se passe. Et vous en avez un nombre incalculable. Ça ne touche pas que les très grandes fortunes. Les actions servent de nantissement pour un prêt qui sert à vivre, sur lequel donc il y a zéro, évidemment, fiscalité. C'est QFD. Ah, mais je découvre le truc. Non, mais vous plaisantez, vous découvrez le truc. Si. Mais ça prouve que vous n'êtes pas assez riche pour que votre banquier vous propose le montage. Mais non, la vérité, c'est celle-là. Et je vous dis, ça ne concerne pas que comme on dit maintenant, les ultra-riches. Ça concerne combien de gens en France, ça? Je n'ai pas le montant, mais je crois plusieurs milliers. Plusieurs milliers, voire peut-être quelques dizaines de milliers. Bercy a une vision mais des gens qui sont multimillionnaires. Non, mais pas du tout. Des bourgeois qui ont une fortune raisonnable. Non, grands bourgeois de province ou autres. Non, Bercy a une vision très précise. Et d'ailleurs, je crois que publiquement, Madame de Montchalin a même cité un chiffre de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ensuite, vous tournez le bras du patronat. Avant, ça, juste à la main, combien ça rapporte aux caisses de l'État? Je ne sais rien. Si on interdit... Donc vous demandez quoi? Une taxation? Je dis une taxation sur le cash inutilisé. Le cash dormant, c'est ça. C'est ce que prévoit Bercy. J'adore pas ça, mais je dis il faut faire la part des choses. Il faut que le patronat comprenne que le coût de l'instabilité est supérieur à la rançon. Après, il faut que les socialistes soient aussi raisonnables. Quatrième élément, plus important, je ne pardonne pas au patronat
de ne pas avoir lâché sur la pénibilité pour obtenir en échange la validation des 64 ans par la CFDT. C'est ça, là, l'histoire? Ils n'ont pas accepté la pénibilité? Oui. Évidemment, ils ont accepté, c'est le débat pénibilité ex ante, ex post. Il fallait lâcher. La reconnaissance par le principal syndicat français des 64 ans, c'était quelque chose d'essentiel. Après, vous écornez le projet de réforme de l'assurance chômage. Pourquoi le patronat n'a pas lâché? Ils ont quand même... on aime bien Patrick Martin, on le reçoit ici souvent, il est quand même... Non, mais je pense que... Je ne veux pas faire une hypothèse dont je n'ai pas la preuve, mais je pense que parfois, Patrick Martin a des problèmes avec ses fédérations. Je pense qu'il est le plus ouvert de tous, mais qu'il y a dans son aréopage des gens qui ont une vision fausse du rapport de force. Bon, ça, c'était pas grisant, mais c'était acceptable. J'étais convaincu il y a 15 jours que ça suffisait. Manque de peau, comme disent les enfants. Le PS a commandé un sondage et les sondeurs sont comme les banquiers d'affaires. Ils disent à leurs clients ce qu'ils veulent entendre. Sur la taxe Zucman? Non, sur quoi? Sur le sondage? Sur qu'est-ce qui se passerait en cas de dissolution. Et soudainement, les socialistes se disent... Que dit le sondage? Je l'ai pas Pardon? vu. Que dit le sondage? Il y a un sondage qui dit qu'il pourrait avoir 100 députés, devenir le premier groupe. Et donc, soudainement, la rançon qui était valable il y a 10 jours paraît modeste aux dirigeants actuels du Parti socialiste. En plus, le Parti socialiste, c'est quand même étonnant parce que la moitié, en réalité, des membres n'ont pas voté pour la direction actuelle. Mais elle a gagné et elle se comporte comme si elle avait 100% des voix. Mais de ce point de vue, elle fait à l'échelle du PS ce que M. Trump, pour notre malheur, fait à l'échelle des États-Unis. Donc aujourd'hui, je ne sais plus. Je ne sais pas s'il y a un deal possible entre les socialistes et Sébastien Lecornu. Enfin, vous écoutez, on va tout droit si la direction socialiste croit au sondage. Ce profil une censure. Je pense que j'ose espérer que dans ce parti qui a quand même gouverné la France, et plutôt bien. Qui a envoyé deux présidents à l'Élysée. Qui a envoyé deux présidents à l'Élysée. Qui, j'ai dit, a plutôt, malgré quelques dérapages certainement, a plutôt bien gouverné ce pays. J'ose espérer que la voie de la raison prévaudra. Bon, mais j'en sais rien. Donc en matière de conjecture, vous êtes autant dans le brouillard que moi et que ceux qui nous regardent. À mon avis, autant que le Premier ministre, autant que le Président de la République, et peut-être autant que le Premier secrétaire du PS. C'est ça la France. Mais quelles sont les options? Parce que tout ça, c'est une arborescence. On peut imaginer les différents cas de figure. Non, mais je veux dire, s'il n'y a pas un deal avec les socialistes, il y a censure. Ouais. Bon, s'il y a censure, quelle est l'hypothèse pour Emmanuel Macron? Il peut encore griller une cartouche, un Premier ministre. Est-ce qu'il essaye un gouvernement technique? C'est quoi un gouvernement technique? Un gouvernement technique, c'est un gouvernement de technocrates, mais je ne vois vraiment pas pourquoi ça changerait l'équation. Non politique. En apparence non politique, mais je ne vois pas en quoi ça changerait l'équation, et on a le risque de la dissolution. Et s'il nommait un Premier ministre de gauche, issu du PS? Mais le Premier ministre de gauche, il serait censuré tout de suite. Voilà, mais bien, il serait censuré tout de suite. Ce que je lui reproche, c'est qu'après, au président de la République, je lui reproche la dissolution, ce crime politique absolu, mais je lui reproche après, il aurait dû nommer Mme Castet, mais en exigeant de Mme Castet qu'elle signe le décret convoquant immédiatement le Parlement. Et elle aurait gouverné 48 heures, et l'hypothèque du gouvernement de gauche aurait été levée. Ouais. Alors que là, ça reste un... Ça reste du style, on nous a privés d'une victoire. C'est une plaisanterie. Pourquoi elle n'aurait pas tenu plus de 48 heures? Parce que tout le monde aurait voté contre elle. Et elle est aujourd'hui le bloc, comment on appelle ça, le socle commun, est aujourd'hui plus large que la somme des voix de gauche, lesquelles ne sont plus unies à cause des dérapages de LFI. Donc le risque de la dissolution est grand. Et après la dissolution, qu'est-ce qui se passe? S'il y a dissolution, le budget, il se passe quoi? Le budget, on peut espérer qu'à la fin des fins, il passera par ordonnance ou je ne sais quoi. Une loi spéciale? Une loi spéciale, si les parlementaires sont raisonnables, mais on ne peut pas vivre sans budget, parce qu'il y a un moment où les fonctionnaires ne seront plus payés. Enfin, tout ça, sans parler du regard de l'étranger sur nous. Qui, pour l'instant, il faut dire ce qui est... une espèce de miracle qui tient pour une part aux difficultés allemandes. Le spread franco-allemand ne s'accroît pas massivement, très marginalement. Mais parce qu'on n'a pas le temps de parler de la situation allemande. Il faut sortir du village français. La situation britannique est pire que la situation française. Et la situation...
Parce que la situation politique britannique, c'est la nôtre en pire. C'est-à-dire une extrême gauche plus à gauche que la nôtre et une extrême droite plus à droite que la nôtre. Les deux manifs à Londres, une au lendemain du 7 octobre, 300 000 manifestants, 300 000, réclamant One Palestine from the sea to the river, qui était une manifestation sur la destruction d'Israël et donc une manifestation antisémite. 300 000. Mélenchon ne nous a jamais amené 300 000 personnes dans la rue. Et la manifestation d'extrême droite, il y a 10 jours, avec 150 000 personnes dans les rues de Londres, ça, on n'a pas connu non plus. Et donc, ils défendaient quoi ? L'identité, enfin les thèmes d'extrême droite classiques. Bon, ils n'ont pas, après le Brexit, ils n'ont pas encore compris. Bon. Et la situation allemande est très, très, très inquiétante. Je vous donne un chiffre qui est très frappant. Si vous prenez la même période par rapport à la prise de fonction du chancelier, Madame Merkel était à 75% de popularité. Scholz était à 50%. Merz est à 32%. Merz, il nous plaît parce que sur le plan international, il est parfait. Il est pro-européen, désireux d'une alliance franco-allemande au point d'accepter la garantie nucléaire française. Il a compris ce qu'est l'Amérique de Trump. Il est d'une fermeté absolue sur les drones. Il a une vision de l'aide à l'Ukraine qui est parfaite. Mais ça, c'est pour nous. Sur le plan intérieur, il est en danger, avec un parti social-démocrate qui s'affaisse et l'AfD qui ne cesse de monter. Or, le Rassemblement national, comparé à l'AfD, c'est presque un parti social-démocrate. Hein. Donc, je veux dire, la situation... Le village français n'est pas gai, mais globalement, la situation... Et je ne parle pas du drame américain. Et c'est ce qui explique que, selon vous, c'est ce qui explique que le spread franco-allemand ne s'élargisse pas plus. Si l'Allemagne était au firmament, comme elle l'a été souvent dans l'histoire, je pense que le spread serait plus large. Donc, pardon de vous avoir coupé le moral. Non, il n'est déjà pas très haut mon moral en ce moment, mais et donc je reviens à la situation politique française. Que se passe-t-il derrière ? Donc, s'il tombe le Cornu, il y aurait potentiellement un autre Premier ministre qui tomberait pour des raisons similaires. Donc, ça veut dire législative, anticipée, avec majorité ou pas ? On n'en sait rien, mais probablement avec un très gros contingent de députés Rassemblement national, peut-être une majorité relative, une espèce de cohabitation entre Emmanuel Macron et un gouvernement RN qui irait chercher des voix. Ah ben alors là, le regard du monde entier sur nous et le regard, à mon avis, que Emmanuel Macron devrait porter dans cette seconde sur lui-même ne sont pas des plus réjouissants. Ou, s'il n'y a pas de majorité relative RN, le bordel, actuel empire. À quoi ça conduit ? Je n'en sais rien. C'est un cas de figure, c'est ce cas de figure-là qui pourrait conduire à une démission du président qu'il ne faut pas souhaiter. Pourquoi ? Parce que le jour où... c'est déjà arrivé dans l'histoire de France. C'est arrivé à MacMahon et c'est arrivé à Millerand. Je pense que ce sont deux noms qui ne disent pas grand-chose à la plupart de nos téléspectateurs. Je pense que la Ve République a tenu ce pays debout depuis 1958. Elle a traversé la droite, elle a traversé la gauche, elle est l'armature. Si le président de la République est amené pour des raisons politiques à démissionner, lui qui est la clé de voûte des institutions, à ce moment-là, la Ve République a perdu sa raison d'être et je pense que le pays devient infiniment fragile. Donc l'hypothèse existe, mais Dieu sait que je ne souhaite pas qu'elle se produise. Comment on fait pour avoir un brin de lumière dans ce tunnel bien sombre ? Moi, je vais vous dire. Je pense que quand la classe politique, d'une certaine manière, vit en cercle fermé, se décrédibilise, la société mûrit. Et que nous nous italianisons au bon sens du terme. C'est-à-dire, quand vous sortez de Paris, que vous n'êtes pas dans le village auquel l'un et l'autre nous appartenons, les entrepreneurs, ils font leur boulot, ils n'ont pas l'œil fixé sur Paris. La société civile est active, la société associative est active, et je vous en donne même un exemple presque politique. Quand François Bayrou a dit aux Français « vous ne travaillez pas assez », une espèce de maturité collective a fait que personne n'a été choqué. Quand la ministre du Travail a dit « on ne joue pas sur le temps de travail, on ne joue pas au foot à 8 contre 11 », il y a 5 ans, un ou une ministre du Travail sautait pour ce propos. Personne n'a trouvé ce propos scandaleux. Parce que soudainement, il y a quand même dans le pays une maturation qui se fait. Et je pense que de ce point de vue, même si le parcours politique de François Bayrou a été plus
que chaotique. Je pense qu'il a participé à la pédagogie. Après, je ne suis pas sûr qu'on gagne une élection en disant Français, vous avez travaillé jusqu'à non, mais il ne s'agissait pas de gagner l'élection. Non, mais je ne suis pas sûr qu'il cherchait à gagner une élection. Il voulait peut-être laisser une trace dans l'histoire. Non, mais en général. Non. Vous parlez de la maturité des Français, c'est une chose. Sur le constat. Vous savez, écoutez, on n'en sait rien parce que pour l'instant, on n'est pas encore sous le contrôle de la BCE et de la Commission de Bruxelles. Ce qui peut nous arriver, ce n'est pas le FMI. Le FMI, c'est un fantasme. La réalité, c'est si la situation sur les marchés se tend, il faudra faire appel à la ligne de secours de la BCE. Ouais. Mais il y aura en échange des contreparties un peu lourdes. Parce que à la fin, c'est prévu dans leur programme qui s'appelle EPI Transmission Protection, je ne sais pas quoi. Oui, il y a une contrepartie. Mais il y a une contrepartie en termes de réforme. Vous n'avez qu'à regarder ce que les Portugais ont enduré, ce que les Espagnols ont enduré. À l'échelle de ce qu'ils ont enduré et qui a valu leur rétablissement, il faut bien voir que le plan Bayrou, qui semblait si horrible, on pensait qu'il y avait une dérive naturelle de la dépense publique de 60 et quelques milliards. Son plan, c'était 45 milliards. Donc, post-plan Bayrou, la dépense publique augmentait encore d'une vingtaine de milliards. Ça ne s'appelle pas l'austérité, que je sache, quand la dépense publique augmente. C'est là que le bain politique, cette espèce de bain amniotique dans lequel nagent les politiques, est totalement déconnecté de la réalité internationale. Pour l'instant, nous n'en payons pas encore le prix, mais ça peut nous dégringoler d'un jour à l'autre. Madame Truss, la fugitive première ministre britannique, en a donné l'illustration. Elle a été virée par les marchés en une semaine. Après, vous parlez d'une maturité de la société civile, et en même temps, sur Public Sénat, très belle émission à retrouver, d'ailleurs en fin de semaine, qui s'appelle Pourvu que ça dure, avec Nicolas Dufourcq, que je présente. On parle des entreprises françaises, solutions pour sortir de la crise, et quand je lui pose la question sur le moral des troupes, des investisseurs, des entrepreneurs surtout, il me dit, l'intention d'embauche, d'investissement ne fait que, en intention, baisser depuis la dissolution. Non, mais ça, je n'ai pas parlé des anticipations, j'ai parlé d'une espèce de perte d'atmosphère globale où quand même ils continuent à faire leur boulot. Vous me permettez de ce fait d'inciter vos téléspectateurs à lire le livre de Dufourcq, qui est passionnant. Deuxièmement, Dufourcq est un type exceptionnel. Et troisièmement, ce pouvoir n'a pas su utiliser Nicolas Dufourcq au niveau où il aurait dû l'utiliser. Il m'a raconté son livre qui sort là d'ici peu. Il est allé interroger tous ces et ceux. Je suis une des personnes interrogées, mais on a travaillé ensemble. Il eût été un très grand ministre des Finances. Dans un gouvernement technique Non, mais c'est un type formidable. Bon. Il vaut mieux quitter la France. La situation est déplorable et ne va pas s'améliorer. C'est ce qu'a dit Éric Larchevêque, cofondateur de Ledger, cette licorne française dans la crypto. Est-ce que c'est le rôle déjà d'un dirigeant de dire ça? Est-ce qu'il, dans le fond, il a raison ou pas? J'espère qu'ils ne partiront pas. J'espère qu'ils serreront les fesses, comme nous tous, et que... ils ne feront pas ce qu'il a dit. Et je crois qu'en réalité, peu partiront, Dieu merci. Je pense que... je lui pardonne d'avoir dit ça si c'était pour nous débarrasser du fantasme de la taxe Zuckman. J'aimerais qu'il ajoute, dès lors qu'il n'y a pas de taxe Zuckman, je reste. C'était pas le sens de son propos. Non, c'est pour ça que je vous dis, j'aurais aimé que ce fût celui-là. Et sur cette Sébastien Lecornu qui rappelle ce besoin, il dit qu'il faut être sourd pour ne pas voir ce besoin de justice fiscale. C'est vrai quand on voit les sondages. Et comment est-ce qu'on demande à ceux qui ont le plus de contribuer le plus sur l'impôt sur le revenu? Je rappelle quand même que déjà 80% de l'impôt sur le revenu est payé par 10% des foyers fiscaux. Non, mais c'est vrai que la France est le pays occidental le plus redistributif, c'est vrai. Mais les perceptions psychologiques, ce sont des faits. On ne peut pas dire une perception psychologique, même si elle ne correspond pas à la réalité, elle ne compte pas. Ben non, elle compte. Et donc aujourd'hui, il faut d'une manière ou d'une autre trouver le moyen de faire baisser la tension de ce côté-là. Et donc, vous faites ce qu'on a dit. On revient au point de départ qui était le compromis raisonnable. Et vous n'êtes pas concerné, vous, là-dessus? Non, pourquoi je vous pose la question? Parce que je paye la taxe, la taxe Barnier. Contribution, mais avec plaisir. Ça rapporte 2 milliards d'euros par an. Non, mais le compte n'y est pas. 2 milliards quand il faut en trouver 120. Mon point, c'est de dire que jusqu'où on va. Non, mais attendez. Moi, un de mes maîtres avait cette phrase formidable. Il disait « L'impôt sur les riches,
C'est comme une infirmière quand elle vous tape la fesse droite au moment où elle va piquer la fesse gauche. Eh bien voilà, c'est comme ça. Il faut accepter qu'on vous tape la fesse droite. Bon, et donc vous accepterez, vous, toujours, qu'on tape la fesse droite? Oui, bien sûr. Et même s'il faut taper un peu plus fort, je l'accepte. Pampan. Un dernier point, et après on passe à la suite de l'émission, on parlera de Total Energy qui va se faire coter à New York. Mais c'est intéressant parce que la bourse allemande, quand on regarde le CAC 40 depuis le début de l'année, évidemment, c'est timide, c'est 6-7% de hausse. La bourse allemande, c'est 20%. La bourse espagnole, c'est 30%. Depuis le début de l'année, la bourse italienne, 25%. On paye notre instabilité politique. En même temps, les boîtes du CAC 40, aujourd'hui, les résultats en France, ça pèse quasiment pas plus rien, mais 10-20% dans leur compte. Quoi. Oui, imaginez ce que ce serait si leur activité était à 80% française. D'ailleurs, vous reprenez en détail le CAC 40, vous voyez bien que les hausses différentielles ou les baisses différentielles sont liées à la part du chiffre d'affaires et de la profitabilité en France. Donc ça reste quand même un petit peu excessif que le CAC 40 soit tellement en retrait par rapport aux autres bourses. On parle d'euphorie sur les marchés et on a un CAC 40 qui est à la traîne. De toute façon, moi, paye. J'ai une règle. Ouais. Dire des marchés c'est excessif ou pas excessif, ça ne veut rien dire. La loi de la pesanteur, oui, elle est excessive. Bon, mais elle est là. Elle est là, voilà. Et qu'il n'y a pas de plan B. Hein. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'autre solution. Non, mais ce qu'on peut souhaiter au mieux, c'est... Finissons sur une note positive. Un accord politique quand même entre le socle commun, entre guillemets, et le Parti socialiste. 20% de chance ? J'en sais rien. Qui permettent de passer le budget et ensuite jusqu'à la présidentielle d'avoir ce que les Italiens appellent d'une expression charmante, un gouvernement balnéaire. Un gouvernement balnéaire, c'est un gouvernement qui ne fait pas de grandes choses et qui tient la maison jusqu'à la présidentielle. En France, c'est possible pour une raison qu'on oublie. Il ne faut jamais omettre que la Constitution a limité le champ de la loi. Le grand bouleversement de la Constitution de 58, avant, la loi pouvait traiter de tout. Dans la Constitution de 58, la loi ne s'applique qu'à ce qui relève de l'article 34. Donc, le pouvoir réglementaire a une marge d'action extrêmement grande. Donc, vous pouvez en réalité, si vous avez passé le budget, tenir le pays et le gouverner pendant un an. Donc l'alpha et l'oméga, c'est le budget. L'alpha et l'oméga, c'est le budget parce que ça, on n'a pas le choix. Et en même temps, s'il n'y a pas de budget, on reste sur les dépenses et l'année précédente. Et ça équivaut à quelques économies quand même. D'accord, mais il y a un moment, je crois que c'est à partir du mois de novembre, vous avez un petit problème pour payer les fonctionnaires quand même. Ouais. Donc vous avez envie de voir cette situation-là ? Non. C'est déjà pas mal ce qu'on vit en ce moment. Vous avez l'air traumatisé. Il y a de quoi. Émission à voir évidemment en replay. C'est le grand entretien donc avec Alain Minc, invité de la grande interview sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci à vous.